10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. La saison 2025-2026 démarre ici. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Trop content de vous retrouver pour lancer une nouvelle saison. J'ai pris quelques jours de repos après ce grand moment. C'était une bonne manière de conclure 2024-2025. La victoire du Paris Saint-Germain en finale de Champions et mon interview avec Pep. Un grand moment à Girona. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait tellement plaisir de lire ça. Maintenant, le trophée est bien accroché dans l'entrée du bureau. Toutes les journées démarrent super bien. Et ouais, c'était génial. Merci à vous tous. J'ai pris quelques petits jours tranquilles. J'avais des potes à la maison. On a regardé Pépère Espagne-France, la demi-finale de Champions. Ouais, quel sacré match. On va en reparler vite fait. La finale, bien sûr. Le sacre du Portugal. Lamine Yamal déçu. Cristiano Ronaldo, encore une Nations League pour lui. Mais le grand moment du week-end, c'est plutôt ça. On a passé un sacré dimanche après-midi, 5h30, devant ce match de folie. Je crois personnellement en tout cas, le plus grand match de tennis que j'ai vu de ma vie. C'était démentiel. Mais maintenant, tout ça c'est derrière. Projection vers 2025-2026. Ça commence aujourd'hui. On n'est pas encore officiellement sur la nouvelle saison, mais avec ce mercato, avec cette intersaison qui prend un peu fin aujourd'hui, la première fenêtre de transfert pré-Coupe du Monde des clubs que la FIFA a ouvert exceptionnellement du 1er au 10 juin, elle s'arrête donc aujourd'hui. On a quelques jours de pause et puis après le mercato réouvre le 16, dans une semaine. Mais bon, il va y avoir beaucoup de rumeurs. Ça va être l'occasion de se pencher sur la construction des effectifs pour la saison prochaine. On va avoir des premières visualisations aussi de certains transferts avec la Coupe du Monde des clubs. Je trouve que c'est le bon moment pour lancer ce qui va être une sacrée saison qui va nous emmener jusqu'au Mondial 2026. On va vivre ensemble. Donc voilà, tout ça pour dire, attendez-vous à beaucoup de vidéos sur les prochains jours. Et cette première donc, j'ai envie de la consacrer au moins en partie à l'arrivée de Ryan Cherki à Manchester City. On parlera aussi de Thomas Frank à Tottenham, la mutation de Tottenham, les choses autour de Tottenham. Et j'ai fait un vrac aussi avec 4-5 autres infos. On peut décrypter un petit peu. Mais d'abord, ouais, Cherki à City. Bien sûr, un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Et le premier axe que j'ai envie de dessiner, c'est que pour l'OL, je pense que c'est plutôt une bonne vente. Bon, on perd notre meilleur joueur, mais 40 millions, 42 avec les bonus, 36 plus 6, plus 15% à la revente, plus, j'ai l'impression, un joueur de City qui va arriver en prêt chez nous. Ça peut être Claudio Echeverri, ça peut être James McAtee, peut-être ce sera un autre. Peut-être ce sera personne, mais j'ai l'impression que ça fait partie un petit peu du deal. Bon, c'est plus que l'été dernier, quand on était censé l'envoyer à Fulham, dont on avait accepté l'offre, pour 20 millions d'euros bonus compris. On a doublé ça. Vu nos difficultés financières, que je constate d'autant plus que apparemment le départ de Lucas Perry, ce qui me déprime, devrait se concrétiser sur les prochains jours. Je le vois parce qu'on a apparemment un accord verbal avec Nottingham Forest pour Matt Turner. Peut-être Perry devrait partir pour 20-30 millions. On a des problèmes financiers, bien sûr. Au vu de tout ça, la vente de Cherki pour potentiellement plus même de 40 millions et un gars en prêt qui arrive derrière, pas mal pour nous. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, bien sûr, sur cette arrivée de Ryan Cherki, c'est qu'il est au zénith. Il est au sommet de sa carrière, symbolisé par son entrée contre l'Espagne. Un but splendide, impliqué aussi sur le but contre son camp de l'Espagne. Et c'est un aboutissement d'une saison où il a été à 12 buts, 20 passes décisives avec l'OL, toute compétition confondue. Notre meilleur joueur offensif, notre meilleur joueur. C'était 3+9 la saison précédente, de 3+9 à 12+20. Un vrai symbole de la mutation que Ryan Cherki a opéré. Et même la stat la plus importante, je trouve, c'est pas ça. XA par 90 minutes, expected assist par 90 minutes, il est tout simplement numéro 1 en Europe. Numéro 1 des 5 championnats majeurs. Avec 0,49 XAG par 90, c'est plus que Michael Olise, c'est plus que Lamine Yamal, c'est plus qu'Ousmane Dembélé, que Barcola, que Kevin De Bruyne, qu'il arrive pour remplacer, qu'Alex Baena, que Désiré Doué. Voilà, extrêmement créatif. On n'apprend rien avec ces chiffres. Mais bon, ils mettent encore plus en lumière le zénith que Cherki a atteint cette saison. Il était bien sûr dans le 11 de la saison de l'Europa League, très grosse saison en Europe, plus mature, plus efficace, plus tueur, plus tranchant, plus décisif. Cherki 24-25, c'est une transformation complète. Ok, donc une bonne vente pour l'OL, un joueur qui a son zénith,
quel sera son rôle à Manchester City? Et bah avec le départ de Kevin De Bruyne, forcément, apporter plus de créativité, plus de qualité offensive. Comment exactement? C'est pas tout à fait sûr, mais moi je le vois un petit peu dans la même lignée que le transfert Jérémy Doku, c'est-à-dire un gros jump quand même, un gros jump pour un gars qui arrive là à City en venant de l'OL. Il va arriver, jouer l'APL, disputer l'APL, jouer la Champions et être candidat dans ces deux compétitions, c'est quand même un vrai jump. Mais sa qualité individuelle est telle qu'il peut être le joueur hors partition qui aide cette machine guardiolienne. C'est presque un petit peu comme Erling Haaland quand il est arrivé, on se dit ouais, Haaland, Doku, maintenant Cherki, c'est des joueurs qui sont tellement hors système, hors partition. Ils sont un petit peu hétérogènes, ils ont eu des moments d'inconstance, même pour Doku par exemple, des gros soucis de blessure. Est-ce qu'ils sont vraiment si compatibles? Mais la machine Pep, pour moi, a besoin de folie. Cherki est aussi positionnellement polyvalent, son ambidextrie aide. Il peut jouer sur les côtés, demi-espace, plein axe. Dans le 4-2-3-1 que City met régulièrement en place, en tout cas sur le papier, on l'imagine numéro 10, mais il peut être sur les côtés aussi. Ça le rend très intéressant. Sa titularisation n'est pas garantie, ça c'est sûr. Il y a du monde, hein. Bernardo, Reinders dans une position plus avancée, Gundogan s'y reste. Et il y a tous les autres petits jeunes, Foden même plus un jeune, un vétéran, mais plutôt Oscar Bob qui revient de blessure. Le Echeverry s'y reste ou Makati s'y reste. Sur les côtés, Doku, Savigno qui devrait rester. Beaucoup de monde à Manchester City. Donc la titularisation n'est pas garantie, mais il y a aussi une vraie place à prendre avec le départ de King Kevin. Et sa trajectoire est tellement intéressante. Il a fait une saison 24-25, je veux dire, c'est en commune mesure avec là où il était à la fin de la saison 23-24. Tu dis s'il en ajoute une autre comme ça, en fait, il atterrit où? Il atterrit candidat Ballon d'Or, ouais. Une autre saison de progression comme ça, voilà. Je ne dis pas qu'il va la faire, ce serait fou de la faire. Mais maintenant, il est un joueur Pep, il est un joueur Manchester City, il était un joueur dans un contexte d'exposition phénoménal. Il va devoir intégrer le logiciel City, le logiciel Guardiola, et pour un gars dont les chiffres défensifs sont aussi bas que Ryan Cherki, 4e centile en tacle, 2e centile en ballon contré, 27 en interception, 12 en dégagement, 16 en duel aérien remporté. Rien à voir par rapport à son volume offensif. Ses efforts, on le voit aussi sur le terrain. Il en fait de temps en temps, mais ils sont parfois un peu vides, parfois des courses de pression un peu qui trichent. C'est mieux peut-être qu'à l'époque, mais c'est toujours pas niveau City. Il va falloir voir une vraie progression là-dessus, significative là-dessus. Bon, s'il le fait, le ciel est la limite, comme disent les Anglais, pour son rendement. Mais son rôle à City, très intéressant, joueur hors partition qui quand même va devoir se mettre à la hauteur du logiciel Guardiola. Le 4e axe pour moi, c'est que comme un club dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, on a fait cette longue analyse de Chelsea, la planification sportive de Chelsea. Pour moi, City n'en est pas encore là, mais ils ont opéré leur mue. Ils sont en train de faire peau neuve et de lancer un nouveau cycle. On n'est pas au point, comme Chelsea, recruter que des gars de 23 ans au moins et 10 par saison, et trouver 2 ou 3 cracks chaque année et construire un 11 sur la durée. Ils ont déjà quelques certitudes, mais Khaldoun Al-Moubarak, le CEO de City, en a parlé l'autre jour, on aurait dû être plus agressif sur le mercato estival, et ça s'est vu sur le mercato hivernal qui a suivi. Marmouche, 75 millions, Nico Gonzalez pour 60, Roussanov pour 40, Victor Reis pour 37. Des joueurs à l'époque quand ils ont été pris cet hiver de 25, 23, 20 et 19 ans. Un rajeunissement significatif et juste un influx, une infusion de talent dans un club qui avait beaucoup de soucis de blessures, mais bon, même qui peut-être arrivait en bout de cycle. L'arrivée de Tijani Reinders, qui n'est pas encore officiellement confirmé, mais ça devrait se faire. L'arrivée de Ryan Aït-Nouri, qui lui a signé son contrat, c'est fait. Et maintenant donc de Ryan Cherki. Ça rentre un petit peu dans cette idée. On va rajeunir, on va ajouter plus de talent, on va créer un effectif nouveau. Il va y avoir aussi les retours de blessures d'Oscar Bob. Un de ces jeunes-là va rester, j'imagine, Echeverry, Makati. Donc là aussi de la qualité. J'ai vu qu'ils ont pris Pep Lijnders comme entraîneur adjoint. Ils font aussi peau neuve sur le staff. Pas mal de gars qui sont partis, des nouveaux qui viennent. Peut-être un latéral droit qui pourrait arriver aussi à voir. Mais ouais, comme Chelsea, de manière différente, mais quand même c'est assez significatif. City est en train de faire peau neuve, de lancer un nouveau cycle. Et l'arrivée de Ryan Cherki en est, je trouve, presque le symbole le plus fort pour l'instant.
Le cinquième et dernier axe, pour moi, de cette arrivée de Cherki, avant que je vous donne mon avis final. Le cinquième et dernier axe, c'est que, attention, City veut un effectif sec, musclé, mais pas trop de graisse. Pep Guardiola en a parlé il y a quelques semaines, avec des mots très très forts en mode I will quit. Je vais démissionner si mon effectif ne baisse pas en taille. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas entraîner 24 joueurs et décider à chaque fois de mettre 4, 5, 6 gars, même pas sur le banc, en tribune, de les laisser à la maison parce qu'ils ne peuvent pas jouer. J'ai dit au club que je ne voulais pas ça. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de joueurs utilisés cette saison. Quand on regarde le nombre de joueurs utilisés en première ligue, club par club, City est ici avec 30. Ça fait partie des clubs qui ont utilisé le plus de joueurs, c'est vrai. Les saisons précédentes, 23-24, City était le club de première ligue avec le moins de joueurs utilisés, 25. Et la saison d'avant, 22-23, ils font le triplé, ils gagnent la Champions, magnifique City. 2023, 24 joueurs utilisés seulement. Et en plus, je veux dire en 23-24 par exemple, sur les 25, il y en a 5 qui jouent moins de 100 minutes en première ligue, avec 0 titularisation. 23-24, c'est encore pire. Il n'y a que 18 joueurs qui jouent plus de 100 minutes, ou en tout cas qui ont un temps de jeu significatif. Voilà, c'est vrai que Guardiola aime bien avoir un effectif sec, restreint. Il a besoin d'avoir, dans mon idée, si je calcule bien, je dirais à peu près 18 joueurs impactants, et après 4, 5, 6... parce qu'il y a 4 compétitions, il y a 2 compétitions domestiques, 2 trophées Carabao Cup et FA Cup, il y a la Champions, il y a beaucoup de matchs, il y aura des blessures, je dirais 25 comme groupe complet, c'est l'objectif pour Manchester City. Actuellement, j'ai calculé sur les 30 joueurs qui sont actuellement dans l'effectif, il y en a 30. Bettinelli est arrivé comme 3e gardien pour remplacer Scott Carson avec Ederson et Ortega. Si Ederson reste, voilà, il y a le trio de gardiens. Aït-Nouri donc est arrivé à gauche. Peut-être que Gvardiol, si Aït-Nouri est titulaire, repassera défenseur central gauche, une charnière Gvardiol-Ruben Dias. Pour l'instant, à la fin de saison, c'était beaucoup Ruben Dias à Akanji avec Dias à gauche. Il y a Ake, il y a le petit Nico O'Reilly qui joue à latéral gauche. Il y a Roussanov et Reis qui sont arrivés. Matheus Nunes latéral droit. Pour l'instant, Matheus Nunes latéral droit, c'est un peu l'option numéro 1. Mais bon, City, on sait, aime parfois mettre 4 défenseurs centraux ou 3 défenseurs centraux, faire rentrer un gars à l'intérieur. Donc peut-être que ça pourrait être comme ça a été Gvardiol, Ruben Dias, Akanji, Nunes. Il y a un Nunes qui rentre un petit peu plus à l'intérieur, position inversée. Mais c'est vrai que là, si on regarde sur cette ligne, cette dernière ligne, il y a au moins un départ sans doute, si on veut rendre l'effectif plus sec. Et peut-être même de Stones, 31 ans, pourrait être un candidat. Peut-être Akanji 29, même si sa polyvalence positionnelle, je crois, est assez appréciée. Ça peut pas être Reis, ça peut pas être Roussanov qui viennent d'arriver, à moins qu'on envisage un prêt peut-être pour Vitor Reis. Ça peut pas être Ruben Dias, bien sûr. Gvardiol, peut-être le meilleur joueur de la saison précédente reste. Ake, moi je trouve assez utile en tant que gaucher. Aït-Nouri vient d'arriver. À voir, mais il faut sans doute 1 ou 2 départs dans cette zone ici. Sur le poste de milieu central, bon, maintenant avec l'arrivée de Reinders, il y a Gundogan, Kovacic, Rodri qui revient aussi, très très important, Nico Gonzalez, Bernardo qui a été plus bas sur la fin de saison, un petit peu plus haut, Makati, Etcheverry, Bob, Cherki sur des zones un petit peu plus axiales. Là aussi, il faut imaginer 1 ou peut-être 2 départs. Sur les ailes, Foden, Doku, Savigno, Cherki, comme on a dit, polyvalent, Bob aussi, Grealish. Je crois que lui, City aimerait s'en débarrasser, même s'il va falloir quelqu'un qui prenne en charge son gros salaire. Je crois que j'entends parler de Leverkusen un petit peu. Mais bon, difficile typiquement pour Leverkusen. Je ne sais pas comment ils vont faire. Haaland de Marmouche, ça, bien sûr, les 2 restent. Mais voilà, ça, c'est les 30 joueurs actuellement. Il va y avoir un départ sans doute, un prêt, des prêts, peut-être même des prêts. Makati, Etcheverry, Bob, O'Reilly, les petits jeunes, peut-être des prêts ici, Vitor Reis, peut-être. Mais sur l'effectif actuel, on doit imaginer quelques départs pour arriver au groupe de 25 joueurs et 20 qui jouent vraiment des minutes substantielles, ce que vise Pep. Voilà la situation de l'effectif de Manchester City. On en discutera plus au fur et à mesure de l'intersaison, quand il y aura d'autres arrivées, quand ça se concrétisera davantage. Il y aura la Coupe du Monde des clubs aussi. Ce sera très très intéressant pour voir un peu les premières dynamiques. Mais mon avis final sur la question, je pense, c'est win-win-win. Tout le monde est gagnant dans cette opération. L'OL prend une bonne somme, comme on en a parlé.
plus qu'espéré il y a quelques temps. Ryan Cherki, bah voilà, c'est l'opportunité d'une carrière. C'est Manchester City, c'est Pep. C'est la possibilité d'accélérer la progression et la mutation, de devenir peut-être le crack planétaire qu'il doit être vu son niveau de talent, avec un coach qui va le prendre en main, avec un univers et un écosystème qui va en faire un professionnel absolu et un homme même complet. Et pour Manchester City, bah, ils mettent une pièce raisonnable, je trouve, 40 millions, c'est au vu du marché actuel. D'ailleurs, ça le voit sur la réaction au transfert, les supporters de Manchester City sont là, de Première Ligue même sont là, waouh, 40 millions, c'est un vol. Et bon, nous, on connaît notre situation, on sait que Cherki s'est fait un contrat 2026, on sait pas mal de choses. 40 millions pour nous, c'est pas mal, mais de leur point de vue, c'est rien, et je suis d'accord. C'est une pièce raisonnable qu'ils mettent sur un potentiel game changer, un potentiel league winner, trophy winner. Cherki, c'est ce potentiel-là. Et même si ça a que 40-50% de chances de marcher, je dis pas que c'est le cas, mais imaginons, même si ça avait que 50% de chances de marcher, c'est un bon coup à faire. C'est un très très bon coup à faire. Pour que ça marche, Cherki va devoir travailler sur ses points faibles, comme on en a discuté. Il y a du boulot pour ce gars-là, notamment dans cette zone ici. Il va devoir travailler très très dur là-dessus. Pour être au niveau de Manchester City, un prétendant PL et Champions, des exigences ultra fortes, c'est autre chose que le confort de l'OL. Tactiquement, il va devoir passer un cran. Effort défensif, il va devoir changer d'identité. Et puis après, en tant qu'homme, apprendre l'anglais, une nouvelle culture, devenir en partie une nouvelle personne, accélérer la progression là-dessus. Surtout qu'il y a beaucoup de concurrence, je pense qu'on l'a montré. Certes, il y a le départ de Kevin De Bruyne, mais à Manchester City, il y a beaucoup de talent offensif. Si t'es pas fort, bien sûr, ta place est pas garantie. C'est là-dessus que c'est une grosse marche à franchir. Je pense que c'est le bon choix. Je pense rejoindre Pep et ce City-là, c'est jamais un mauvais choix. Je pense que c'est le bon choix. Et il aura du temps, comme Doku en a eu par exemple. Mais il va falloir se mettre au niveau. Si on regarde les plus gros talents offensifs de l'histoire de notre centre de formation, pour moi, Cherki est totalement dans la conversation avec Benzema et Ben Arfa. Quelle trajectoire est-ce qu'il suit? Et les deux sont possibles. Je pense vraiment, les deux sont possibles. Niveau Ballon d'Or, pourquoi pas? Niveau talent extraordinaire qui fait vibrer, qui se retrouve dans des compiles magnifiques, mais finalement la carrière, la hauteur, la stature de la carrière est sans commune mesure avec ce que Karim a fait, c'est possible aussi. Je crois que les deux directions sont possibles pour ce qui sont peut-être les trois plus gros talents offensifs de l'histoire de notre centre de formation. Les deux directions sont possibles et ça va dépendre de lui. Mais c'est très hypant et j'ai hâte de voir ça, bien sûr. La deuxième chose qui m'intéresse, Thomas Frank à Tottenham. Oui, ça a été officialisé il y a quelques jours. Ange Postecoglou viré par Tottenham. Décision prise par Daniel Levy. Et donc, Thomas Frank devrait devenir le nouvel entraîneur des Spurs. Brentford va recevoir 10 millions de livres, quasiment 15 millions d'euros. Apparemment, c'est une question de temps pour que Frank rejoigne Tottenham. Et alors, pour moi, les axes ici, c'est le premier, Postecoglou viré. La bonne décision, point d'interrogation. Est-ce que c'est compréhensible? Et c'est franchement une décision difficile. J'en parlais à des potes il y a quelques jours. Pour moi, là, on est vraiment sur le fil du rasoir. Est-ce que c'est bonne décision ou pas? En fonction de la température, je peux changer d'avis. C'est vraiment borderline, je pense. Mais à la fin, je comprends aussi. Certes, il y a eu l'Europa League, le premier trophée de Tottenham depuis 2008. Il y a eu ce moment magnifique. Ça, c'est clair et net. Ça, c'était beau. Mais voilà, Tottenham, 17e de Première Ligue cette saison, 22 défaites pour Tottenham, c'est le record de leur histoire, ils n'ont jamais fait pire. Il y a eu des défaites à la maison contre Ipswich, des moments très difficiles. The Athletic a fait une évolution, un graphe qui montre l'évolution de leur Elo, un petit peu comme le classement aux échecs, en tout cas une mesure du succès aux échecs, pour montrer en fonction de la force de l'adversaire quel a été leur niveau Elo. Ça, c'est sous Pochettino, la grosse progression. Sous Mourinho, Conte, il y a eu une petite augmentation, mais après ça a baissé. Et Postecoglou, on voit, malgré quelques beaux moments, je me souviens, un début de la saison dernière, c'était incroyable, les 10-12 premières journées de Première Ligue, c'est génial.
Ouais, le niveau a l'air d'avoir baissé. Blessé, oui, il y a eu beaucoup de blessures, ça c'est vrai. Mais ce style hyper énergique de Tottenham, le fait qu'ils aient pas vraiment de plan B, peut-être que ça les a rendus un petit peu trop lisibles et vulnérables. D'ailleurs, il y a un entraîneur de Première Ligue qui n'a pas révélé son identité, mais qui a dit on peut deviner leurs idées très clairement. Ils jouent avec beaucoup de joueurs devant, ils ont leur pressing agressif, ils marquent beaucoup de buts, mais quand leurs deux latéraux sont hauts, ils laissent de gros espaces. You can kill them. On peut les tuer. Ils sont peut-être un petit peu trop lisibles. Et je me souviens de leur attitude contre Chelsea, c'était, si je dis pas de bêtises, novembre 2023, sur cette première partie de saison dernière. Ils avaient déjà commencé à avoir des blessures, mais on voyait le style Postecoglou. Ouais, dans un match où ils sont à 10 contre 11, après l'exclusion du Doji, si je me souviens bien, et deuxième période, troisième tiers du match, ils tenaient une ligne haute comme ça, et ils laissaient tellement d'espace dans leur dos. Peut-être que le fameux truc de Postecoglou, j'ai pas de plan B, mon plan B c'est de faire le plan A mieux. Peut-être que là, on a vu quelques limites. Et c'est vrai que les résultats en Première Ligue, avec 2 saisons pleines c'est pas rien, 2 saisons pleines c'est pas mal pour jouer. Peut-être que c'était assez de matière pour se dire pas assez constant, pas assez fort, et surtout une très bonne option derrière. Quand tu as la possibilité de faire Thomas Frank, ok. Ça, c'est pour moi le deuxième axe. Avec Frank, ça, c'est un bon choix. Postecoglou, s'en séparer, discutable, peut-être, oui, non. Frank, prendre Thomas Frank, un bon choix, ça pour moi, c'est un oui unanime. Coach principal de Brentford depuis 2018. Ça fait 7 ans à la tête des Bees. Il les a amenés du ventre mou de Championship à la Première Ligue. Pour la première fois de l'histoire de Brentford, je me souviens de leur premier match de leur histoire en Première Ligue, c'était contre Arsenal, la victoire 2-0 chez eux avec des touches, là c'était un grand moment. Brentford arrive en PL et il les a amenés de ça, donc ventre mou de Championship à cette saison, top 10 de Première Ligue, 10e de Première Ligue, avec la 19e masse salariale de Première Ligue. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Ils ont quasiment la même masse salariale qu'Ipswich qui montait de Championship. Ils ont fini top 10, ils embêtent tous les gros, c'est une équipe vraiment pas facile à jouer. Ce que Thomas Frank a fait, mais avec Matthew Benham, le propriétaire, beaucoup entendu parler de lui dans le bouquin que je suis en train de lire, How to Win the Premier League, sur le truc, l'approche Moneyball, bien sûr. C'est pas Brad Pitt, c'est Thomas Frank, c'est pas les Auckland A's, c'est Brentford, mais ce qu'ils ont fait, Lee Dykes aussi, où est-ce qu'il est? Un autre gars, Phil Giles. Une méga belle structure. Niveau sportif, ils sont dans le top du top. Et ils ont bâti quelque chose d'hyper fort. Thomas Frank est un bâtisseur. Ce qu'il a tiré de Brian Mbeumo, la progression de Brian Mbeumo sous lui, de joueur de Championship à un des meilleurs attaquants de Première Ligue, de 5 à 55 millions sur Transfermarkt. Ce qu'il a bâti avec Mikkel Damsgaard, et il a rebâti avec Mikkel Damsgaard la sortie de sa grosse difficulté avec les blessures. On en parlait il y a quelques semaines quand on a fait les Willows, qu'on désignait le meilleur zombie. Damsgaard est dans cette catégorie après une très bonne saison. Même ce qu'il avait fait avec Watkins, il l'a transformé d'un ailier à un avant-centre très prolifique, et derrière s'en est allé. Mais voilà, Frank, un vrai bâtisseur qui me semble parfait pour Tottenham. Tottenham a la 3e équipe la plus jeune de Première Ligue, c'est le cas cette saison. Ils ont des top talents qui peuvent passer une vitesse, qui doivent passer une vitesse. Mikey Moore, 17 ans, Archie Gray, 19 ans, Lucas Bergvall, 19, Mathys Tel, s'il reste, 20 ans, Odobert, 20 ans. Ils en ont plein. Brennan Johnson, c'est que 24, comme Van de Ven, Kulusevski, 25. Franchement, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Je trouve l'effectif est très intéressant. Ils ont déjà une identité moderne. Elle est peut-être un peu trop radicale, mais ils connaissent la pression, ils connaissent la sortie basse, ils ont vécu avec ça depuis 2 ans. Ils ont un petit Luka Voskovic aussi qui doit revenir de prêt de Westerlo, je crois, un prêt très réussi. Et on en a parlé il y a quelques temps quand il avait été prêt, je crois à 16 ans, peut-être à Split, au Hajduk Split. Ils ont une vraie identité moderne et ils ont du talent. Frank, pour moi, est dans cette continuité. Attention, le groupe adorait Postecoglou. Il y a eu des échanges qui sont ressortis, des échanges de textos avec Bissouma, tout ce qu'ils ont dit sur lui quand il est parti. Ils adoraient ce gars-là. Ils aimaient beaucoup Postecoglou. Attention, parce que Tottenham, certes, a besoin d'être bâti et a besoin d'un bâtisseur comme Frank, mais ils jouent aussi la Champions cette saison, grâce à leur victoire en Europa League.
Et Thomas Frank a aucune expérience européenne. Je crois quelque peu un tour préliminaire de Coupe d'Europe, peut-être à l'époque où il était à Brøndby. Mais voilà, pas plus que ça. Certainement pas la Champions. Brentford n'a jamais joué la Coupe d'Europe. Ça va être une grosse marche pour Frank. Mais mon avis sur la question, c'est que c'est une excellente prise pour Tottenham. Ils ont souvent été en mode win now avec Conte, avec Mourinho. J'étais pas fan de ces nominations, même s'il y a eu des bons moments. Pour moi, ça collait pas au projet Tottenham, du club Tottenham, qui doit bâtir, beaucoup plus comme Arsenal, Arteta, et d'autres clubs même de stature moindre, typiquement comme Bradford. Donc, quitte à se séparer d'un bâtisseur, je trouve que c'est très bien qu'ils en prennent un autre. Il a l'expérience Premier League. J'ai vu ce documentaire que je vous conseille, Day in the Life, que Sky Sports a fait il y a quelques mois, 25 minutes, où on rentre un petit peu dans le quotidien de Thomas Frank avec ses analystes, au centre d'entraînement, etc. C'est un super gars. Il est adoré, il a une très très bonne réputation, gars intelligent, bonne personne. La Première Ligue est un petit peu trop compétitive pour que je me mouille sur Tottenham dès la saison prochaine, mais je ne serais pas surpris de les voir rebondir sérieusement sur les prochains 18 mois. Je pense que le talent qu'ils ont et cet entraîneur, qui est vraiment un très très bon entraîneur, ils peuvent retrouver un petit peu leur place, leur standing. Maintenant, il y a une autre question. C'est qui va remplacer Thomas Frank à Brentford? Peut-être pas la question qui intéresse le plus le grand public, mais quand un coach aussi important s'en va, qui est là depuis 2018, qui a bâti ce club, qui va le remplacer? C'est important. Et il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir partir aussi. Mbeumo, notamment, qui est en fin de contrat 2026. Oui, ça, pareil, mais plus âgé. Mais Mbeumo, moi, ça ne m'étonnerait pas que dès cet été, je dis pas forcément à Tottenham, mais ça va alerter, sonner quelques cloches chez les directeurs sportifs du continent. Voilà pour Frank à Brentford. Pour moi, très très bonne nomination de Tottenham. Et du coup, dans l'ensemble, je dirais un bon choix de trader Postecoglou pour Thomas Frank. Enfin, le vrac. Il y a beaucoup de choses. La première, le départ de Simone Inzaghi. Il est parti. C'était sans doute inévitable. Et donc l'Inter a nominé Christian Chivu sur le banc. Je pense que le départ d'Inzaghi, financièrement, voilà, de toute manière, lui voulait partir, est parti. Comme l'a dit Pepe Marotta, Simone Inzaghi a exprimé son intention de ne pas continuer avec nous. Donc, ok, c'était inévitable. Partons du fait que juste, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je pense que c'était aussi nécessaire. Il y avait une vraie fin de cycle à l'Inter. Le truc, c'est que Chivu, pour le remplacer, je sais pas. Il a en gros 13 matchs avec Parme comme expérience professionnelle. Après, il a coaché les équipes de jeunes de l'Inter. 112 matchs avec les U19. Connaît très très bien le club, évidemment. Ok, donc ça, c'est une bonne chose. Mais quand je vois que Fabregas a refusé, comme dit non à l'Inter pour Fabregas, peut-être que s'il avait vraiment voulu, il y aurait moyen de le faire. Quand je vois la situation de l'Inter, qui était donc l'équipe la plus âgée de cette Champions, qui pratiquait un football incroyable jusqu'à la finale, et était vraiment très très quali, mais c'est quoi vraiment le projet derrière? C'est dur à dire. Cet effectif, sa courbe d'âge est pas bonne. Il y a un vrai cycle à relancer. Je pense que le job là de coach principal de l'Inter, c'est pas un job facile. Je pense que c'est un job assez ingrat et je m'attends à voir l'Inter vivre une saison pas évidente parce que je sais pas trop comment tu rebondis de ce qu'ils viennent de vivre. Une saison extrêmement difficile émotionnellement, une deuxième finale de Champions en 3 ans, en 3 saisons et du coup, dur de les imaginer la remporter. Je pense qu'ils sont allés au max, ils sont allés à leur plafond. Et ouais, un an de plus pour tous les gars de cet effectif, ça va commencer à faire beaucoup. On verra ce qu'ils sont capables de faire sur le marché des transferts. Peut-être qu'ils ont plus de moyens qu'à une époque. Parfois, ils réussissent à faire quelques très très bons coups bien sentis. L'Inter, immense club, faut jamais les enterrer. Mais je pense qu'ils sont dans une situation assez difficile. Et peut-être à l'image, j'ai pas envie de préjuger trop vite, mais à l'image du fait qu'ils ont réussi à attirer que Christian Chivu, entre guillemets. Et donc, il a fait du bon travail à Parme sur son arrivée, mais voilà, c'est une demi-saison de Serie A seulement. Pour remplacer Simone Inzaghi, ça semble forcément sur le papier un peu léger. L'Inter peut être en danger, l'Italie en danger aussi.
battu 3-0 par la Norvège. Et la Norvège donc qui a fait un grand pas vers la qualif. 12 points pour eux en 4 matchs. C'est des groupes de 5 là, dans la zone euro pour la qualif Coupe du Monde. Et seul le premier est automatiquement qualifié. Le deuxième passe par les barrages. Ça va être très difficile pour l'Italie de rattraper la Norvège. Déjà parce qu'ils ont déjà une défaite, mais en plus contre la Norvège directement 3-0. Donc difficile. Et du coup, Spalletti a été viré. Ils peuvent encore se qualifier pour la Coupe du Monde en se qualifiant pour les barrages, en remportant leurs barrages. Même la première place théoriquement est possible, mais bon, ça va être difficile. Ils peuvent encore le faire, mais ce sera sans Spalletti, qui a été viré. Ils ont remporté leur match contre la Moldavie, mais ça n'a pas suffi. Il a été viré. Ranieri a été contacté, mais il a refusé. Laissez-le tranquille, les gars. Il a 73 ans. Il a entraîné 24 clubs. Laissons-le tranquille un petit peu. Il va continuer. Donc après cette très très belle saison à la Roma, il reste à la Roma, mais il monte dans la direction et il va superviser le travail de Gianpiero Gasperini. Ça m'intéresse beaucoup. Gasperini à la Roma, ça m'intéresse beaucoup. J'espère qu'il aura des moyens. Une petite vibe Franck à Tottenham d'ailleurs, je trouve. Gasperini Atalanta qui maintenant prend la Roma. Très intéressant. J'espère qu'il aura des moyens et peut-être remettre la Roma tout en haut. Rendre cette Serie A encore plus intéressante. Mais ouais, donc Ranieri a refusé. Pioli a aussi refusé le poste de sélectionneur. Ça, c'est tombé il y a quelques minutes. Ouais, situation compliquée pour l'Italie. Les prochaines échéances, ça va, c'est dans un moment, c'est septembre. Donc les matchs de qualif. Ok. C'est dommage pour l'Italie qui a priori du potentiel, qui a remporté les Euros U17 et U19, qui était finaliste du dernier mondial U20, mais qui arrive vraisemblablement pas à traduire cette jeune qualité en des joueurs importants de l'équipe première. En tout cas, ouais, lourde défaite pour eux, et la sonnette d'alarme tirée du côté de la fédération. La Belgique, elle l'a emporté contre le Pays de Galles, 4-3, ça c'était un match assez fou en qualif Coupe du Monde. Du coup, ils avaient fait un nul, mais ils sont quand même en bonne posture pour aller chercher cette première place, la disputer à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles. Donc, très très bon résultat. L'Angleterre 3/3 et à 9 points, l'Angleterre de Tourelle. Et ouais, nous on n'a pas encore joué du coup parce qu'on était en mode Nations League. On est dans le groupe d'Ukraine, Islande, Azerbaïdjan, que 4 équipes dans notre groupe. On espère finir premier. Mais voilà donc pour le foot de sélection. 2 dernières choses dans ce vrac. Le premier, c'est l'arrivée officialisée de Dean Huijsen au Real Madrid. Donc on savait que ça allait se faire. Ça c'est fait. Le Real Madrid est le club de ma vie depuis que je suis un enfant. C'est le meilleur jour de ma vie. Il est arrivé, lui, le natif d'Amsterdam, international espagnol. Il est arrivé au Real. Et Xabi Alonso a pris son premier entraînement. Ses premiers entraînements. Il se prépare petit à petit pour la Coupe du Monde des clubs. C'est plaisir de voir ces images-là. Le Real, je ne sais pas s'ils ont encore totalement réglé leur situation en défense centrale. Ils ont besoin, eux aussi, de tourner une page. Parce que David Alaba, c'est pas possible. Trop souvent blessé. Militao, on sait, fragile. Asensio, c'était une bonne surprise de cette saison. Dean Huijsen, pour moi, c'est un coup sur 2. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Et après, il y a aussi cette histoire autour de Franco Mastantuono qui devrait être en possibilité de disputer la Coupe du Monde des clubs, ce qui contournerait la législation de la FIFA, qui fête ses 18 ans en août. Mais il pourrait rejoindre le Real et jouer des matchs de Coupe du Monde des clubs, ce qui est très intéressant. Bien sûr, cet effectif du Real, offensivement, il y a du talent et il y a des petits jeunes qui, bon, déjà manquent un petit peu de temps de jeu. On considère Hendrik, Arda Güler, maintenant sur ce poste un petit peu plus avancé ou central, même sur juste la jeunesse en général. On va voir ce que donne le petit Mastantuono. Et voilà pour un petit peu la situation du Real. Et enfin, un truc qui m'a bien intéressé, l'arrivée de Bellingham à Dortmund. Son frère, Job, on en avait parlé il y a quelques mois du côté de Sunderland, pas les joueurs à suivre de Championship. Il a fait une grosse saison à Sunderland et il devient donc le deuxième Bellingham à porter la tunique jaune et noire. Ça, c'était lui il y a 5 ans, en 2020, quand Jude signait à Dortmund. Maintenant, lui l'est et Dortmund l'a acheté très très cher. 36 ou 38 millions, bonus compris. Apparemment, c'est des bonus assez accessibles. C'est plus que les 35 millions qu'ils avaient payés pour Ousmane Dembélé à Rennes, qui était leur transfert record. Donc, Job Bellingham arrive avec direct une certaine forme de statut, des grosses attentes. Sunderland montait en première ligue cette saison. Donc, il aurait pu jouer l'APL.
J'ai pas suivi le Championship, c'est dur pour moi de discerner sa qualité réelle, mais s'ils mettent 38 millions, et j'ai vu que Brentford était intéressé aussi. Donc Brentford, il se trompe rarement sur leur recrutement. Intéressant, Dortmund va jouer la Champions finalement, donc il va avoir une belle possibilité d'exposition, et potentiellement il peut jouer la Coupe du Monde des clubs, même s'il est sélectionné pour l'Euro U21 qui démarre jeudi pour l'Angleterre. À voir, il pourrait obtenir une dérogation et jouer la Coupe du Monde des clubs, ce qui est très intéressant parce qu'il pourrait croiser, leur parcours se croise, Real et Dortmund, en quart de finale. Si les deux terminent premiers de leur groupe, il pourrait y avoir Real Dortmund en quart, et donc Bellingham versus Bellingham en quart de finale d'ici quelques semaines. Mais voilà, ça c'est un petit peu pour Dortmund, l'arrivée donc de Job Bellingham, transfert record pour eux, et peut-être que Gittens va faire le mouvement inverse, en tout cas quitter Dortmund et pour aller à Chelsea, à voir. Encore une prise pour Chelsea, qui voulait faire Mike Maignan, mais ça va pas se faire. Mais même si ça se fait pas, Maignan à Chelsea, pour moi ça m'intéresse, parce que ce serait une première prise d'un gars beaucoup plus âgé que ce qu'ils font d'habitude. Donc peut-être qu'on commence à assister à une forme, je vais pas dire revirement de stratégie de Chelsea, mais juste compléter un petit peu la stratégie de cette jeunesse furieuse et de trouver des perles, des cracks. Mettre un petit peu d'expérience, juste un petit peu d'expérience quand même, dans l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. Mettre un petit peu d'expérience et passer pas en mode win now, mais win soon. Attention à Chelsea, encore un petit peu plus, même si ce transfert se concrétise pas, ça me fait me dire que ouais, peut-être ils vont tenter quelques coups en plus, de joueurs un petit peu plus expérimentés, qui peut leur donner une hausse de qualité dès la saison prochaine, et notamment en Champions. Voilà les amis, mon avis sur Cherki, Franck à Tottenham, plein d'autres trucs. C'était une vidéo de reprise. La saison 2025-2026 est lancée, en tout cas ici. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit rendez-vous. On se dit rendez-vous très vite pour la suite